Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. C'est la 4e fois que je fais cette vidéo parce que au moment où je la fais, au moment où je suis censé la monter, il y a d'autres événements qui arrivent. Je vais d'abord commencer par réagir aux commentaires que l'un d'entre vous a fait sur ma vidéo climato machin truc. Alors, j'ai répondu, il m'a répondu, je lui ai redonné des autres arguments, etc. Très clairement, déjà la façon dont il commente, j'ai presque envie de dire que c'est un troll. Un troll parce que bon, son compte a été créé en novembre 2020, il n'a que 2 abonnés, il n'a absolument aucun contenu, pas de playlist, rien. Donc voilà, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a parfaitement le droit d'avoir un compte YouTube sans être obligé de mettre des vidéos ni de mettre des playlists juste pour pouvoir commenter et regarder les vidéos. Sauf que on a affaire, oui, à l'archétype même de la personne convaincue de la politique idéologique du réchauffement climatique. Je dis bien politique idéologique du réchauffement climatique. Car déjà, cette personne, c'est marrant parce qu'elle n'a pas, elle n'a pas dû regarder ma vidéo en entier. Parce que dans ma vidéo, je dis bien que je ne renie pas le fait qu'il y ait un changement climatique. Ce que je condamne, c'est l'instrumentalisation que l'on fait avec toute la complicité et toute la structure même à la fois politique, scientifique, idéologique, y compris les écologistes d'une manière générale, pour en réalité vendre du marché et pas faire de l'écologie. Si tu fais de l'écologie, tu fais de la réelle écologie, c'est-à-dire que tu essaies d'inciter à réguler, à faire de l'interventionnisme là où c'est pas une nécessité dans le système actuel. Et dans ma vidéo, je parlais justement, d'ailleurs il y en a un qui m'a parlé justement de je suis désolé, je ne peux pas répondre à votre commentaire si vous vous reconnaissez, parce que votre commentaire est impossible d'atteindre. C'est-à-dire que j'ai bien la notification du mail, mais je ne trouve pas votre commentaire sur ma vidéo. Bizarre. Néanmoins, j'ai pu lire votre commentaire. Et quand je condamne l'ultralibéralisme, j'ai envie de dire que l'ultralibéralisme, c'est étrange parce que en découlent des aspects que l'on voit très peu d'ailleurs dans les argumentaires de nos chers écologistes. Et j'ajouterais que le fameux GIEC est extrêmement frileux sur ce point. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui touche les intérêts de la finance, on essaie d'être très discret là-dessus. En revanche, faire reposer la sensibilisation, la culpabilisation, voire la criminalisation, eh bien on la fait reposer toujours sur les mêmes. C'est-à-dire vous, moi, le petit peuple, la classe moyenne, la classe ouvrière, on va dire peut-être aussi la petite classe aisée, qui elle aussi, de toute façon, elle va passer à la trappe. Mais le riche, le très riche, lui qui a l'argent, vu qu'il a l'argent, on ne va pas lui demander de se restreindre au même niveau que les autres. Lui, il va avoir un passe-droit. Alors un passe-droit de par sa richesse, donc il pourra s'offrir. Alors, je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler de fameux projets de peut-être établir pour toute une vie seulement 4 voyages en avion autorisés pour que vous puissiez contribuer à la réduction de l'émission de CO2. Alors là, très bel exemple. Qu'est-ce que vous allez faire alors pour toute l'économie de l'aviation civile ? Parce que si vous condamnez tous les gens à ne voyager que 4 fois par an, dans toute une vie, vous allez faire quoi de tous les gens qui vont perdre leur boulot parce que il n'y aura plus assez de passagers pour le marché de l'aviation civile ? Hein ? Non, parce que c'est gentil de vouloir réduire, interdire, supprimer, etc. Mais derrière, ce sont des marchés, derrière, ce sont des économies.
Donc, si vous servez l'intérêt de vouloir avoir une mainmise sur les libertés individuelles par l'intermédiaire et l'argument du réchauffement climatique, excusez du peu, mais si vous gardez ça à l'esprit, puis que vous regardez un petit peu tout ce que vous dit, tout ce qu'on lit, etc., tout d'un coup, vous vous dites ah ouais. Parce que finalement, le riche, lui, il pourra continuer à consommer. Il pourra continuer à voyager autant de fois qu'il veut, en avion, en bateau, sur des yachts, etc. Vous savez, ces mêmes outils que les écologistes condamnent, etc. Ouais, mais... Et puis le GIEC, le GIEC, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, je crois même que j'en avais fait une vidéo. Donc si jamais je la retrouve, je vous la mettrai là, je crois, ici. Je rappelle, le GIEC est une organisation qui a été créée en 88, insufflée par 195 États, succédant à un organisme qui avait été créé en 86 sur justement l'étude de tous les gaz à effet de serre, qui découlait lui-même de 3 organismes scientifiques. Mais ce que j'ai envie de dire à cette personne qui me commente et nous donne des leçons, le GIEC a été créé sur l'insufflation de l'Environmental Administration, Federal Administration ou something, quelque chose like this. Donc les Américains. Oui, quand vous savez qu'il va y avoir peut-être un problème écologique quelque part, autant prendre tout de suite le contrôle et que vous maîtrisiez les choses. Je rappelle, cette personne me fait la référence du 6e rapport du GIEC. Sauf que cette personne oublie de me dire qu'il y a eu des fuites sur des informations qui incitaient à réduire de 50% les émissions de CO2 d'ici 2050. Sauf que les scientifiques, certains d'entre eux ont estimé que peut-être les États, en voyant ça, ils ont dit oh, attention, nos copains industriels, du pétrole, etc., vont faire la gueule. Non, cachez-moi ça. Donc vous voyez, c'est le GIEC. Alors, je ne remets pas l'intégrité de certains scientifiques qui travaillent pour le GIEC. D'ailleurs, malheureusement, il y en a un aujourd'hui qui va quitter Twitter parce qu'il se fait harceler. Mais un organisme créé sous tutelle de 195 États et qui plus est insufflé par les États-Unis d'Amérique, j'ai envie de dire, l'influence, l'idéologie, les conflits d'intérêts sont certainement de la partie. Et d'ailleurs, le groupe principal, qui est le groupe d'experts, parce que c'est le rapport du groupe d'experts. Le groupe d'experts collecte tous les rapports des différents groupes qui existent au sein du GIEC et font un consensus. Un consensus est-ce qu'il va dans le sens d'une réelle écologie pour faire prendre conscience qu'il va falloir peut-être, dans certains pays, commencer à réguler, à régler, à contrôler et interdire, ou est-ce qu'au contraire, on va plutôt servir la sauce pour toutes les politiques idéologiques que nous entendons actuellement, c'est-à-dire le développement des énergies renouvelables qui coûtent très très cher et qui en plus de ça ne sont pas des modes de production continus mais intermittents, et que par conséquent ça va nécessiter des politiques de gestion, de distribution, et qui plus est, ça veut dire qu'on priorisera les grandes villes lorsqu'il y aura pénurie, et que les gens qui habiteront des petites villes, des petites campagnes, etc., ou des petits villages, eux, on va leur couper le jus. Parce que vous comprenez, c'est plus important d'alimenter les villes, parce que c'est dans les villes qu'il y a certains cœurs indispensables du fonctionnement de la société. Donc, et ce groupe d'experts, c'est eux qui filtrent. C'est eux qui arrondissent les angles des rapports, de telle manière à aller dans un sens plutôt que dans un autre. Alors oui, il faut toujours que les rapports soient alarmistes. Alarmistes pour permettre à des gens comme Madame Rousseau, par exemple, de se servir du GIEC pour vendre sa doctrine.
Parce que, encore une fois, j'insiste, les écologistes qui ont vitrine sont des écologistes de salon qui vendent de l'idéologie et qui vendent du marché, qui ne font pas de la véritable écologie, qui ne luttent pas véritablement, concrètement, contre les pollueurs. Et par contre, qui vont militer pour empêcher des bassines, pour aller détruire les biens de productivité de certaines entreprises, etc. Là, on a vu, je crois qu'il y a un golf, un truc comme ça, qui a été saccagé, ou un truc comme ça. Enfin, donc voilà, c'est du terrorisme. Quand pour défendre une idéologie, on en vient à la destruction de biens privés ou publics, c'est du terrorisme. Excusez du peu, hein, la définition, elle est là. Mais bon, ceci dit, hein, avec les petites lois liberticides qui sont dans les placards actuellement et qu'un jour ou l'autre, on va finir par ressortir, ne vous inquiétez pas, hein, toutes ces dérives au nom de l'écologie, tôt ou tard, vont finir par mettre le haut là, puisque ces gens-là sont créés pour être manipulés, sauf que le jour où ces gens-là vont commencer à devenir totalement hors de contrôle, vous inquiétez pas, ceux qui les ont créés vont finir par les étouffer d'eux-mêmes. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport à cette vidéo et à cette personne qui insiste bien sur ses commentaires, et d'ailleurs il y en a un, j'ai répondu point par point ce qu'il disait pour lui prouver que c'est bien gentil de faire croire qu'on sait, mais alors qu'en réalité on ne sait pas grand-chose. Mais en réalité, ce que je vous dis là, ça rejoint un petit peu le sujet de cette vidéo. Que n'a pas dit Nicolas? Nom de Dieu, Nicolas, t'aurais mieux fait de fermer ta gueule. Eh oui, Nicolas Sarkozy, qui nous a parlé à contre-courant de la Russie et de l'Ukraine. Alors, le problème, c'est que je vais remettre quand même un peu de contexte. Nicolas Sarkozy, il a été président de la République à l'époque où la Russie était en pleine reconstruction. À l'époque où Poutine réglait déjà certains problèmes à sa manière, où déjà il n'était pas forcément très aimé par certaines personnes, mais il n'était pas, je dirais, il n'était pas le poil à gratter qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, j'espère que vous avez bien entendu, ce sont bien des Harley Davidson qui sont sur l'autoroute. Et à l'époque, c'était l'époque charnière, parce que c'était l'époque où justement Poutine reconstruisait la Russie dans un modèle libéral, hein, admettons-le. Et c'est cette même époque, à un moment donné, que Poutine a commencé à demander, à légitimer sa place, ou la place de la Russie à part entière, sur l'échiquier international pour la construction, la conception du fameux nouvel ordre mondial. Et de ce fait, on se souvient que le moment où il avait demandé à avoir sa part, sa place, Washington lui a craché dessus. Et on se souvient en 2007, le fameux discours de Munich, où le discours de Poutine a été très clair. Sous-entendu, ok, vous m'avez craché dessus, maintenant on va jouer. C'est très clair. Et c'est de cela que Nicolas Sarkozy fait référence, dans ce sens où lui-même a eu sa propre expérience. Souvenez-vous de cette fameuse vidéo où il avait eu cet entretien avec Poutine et qu'il était ressorti pour la conférence de presse dans un état un petit peu second, au moment où on a cru qu'il avait peut-être pris un verre de vodka de trop. Aujourd'hui, on le sait qu'en réalité, Sarkozy avait passé un sale quart d'heure. Puisque aujourd'hui, il y a d'ailleurs des vidéos qui existent sur YouTube de gens, des proches de Sarkozy, des proches de la diplomatie française, qui expliquent cela, qui disent que Sarkozy ne s'attendait pas du tout à se prendre une claque monumentale de la part de Poutine, parce que Sarkozy avait rencontré Poutine pour justement
essayer d'arrondir un petit peu les angles sur sa position, sur l'échiquier international, etc., lui disant « Ne t'inquiète pas, de toute façon, la Russie, c'est un grand pays, etc. Travailler avec l'Europe, c'est essentiel, etc. Mais en revanche, soumets-toi un petit peu quand même. Fais profil bas. » Et à cela, Poutine dit « Ça y est, t'as fini. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment ça va fonctionner. » Et c'est pour ça qu'après, quand il est sorti avec sa conférence de presse, il était dans un état où il s'était pris, là, il s'était fait mais remettre carrément à sa place. Donc Sarkozy, lui, réagit par rapport à ce qu'il a connu en étant président à l'époque, de l'évolution, on va dire, de la dégradation, finalement, des relations entre la Russie de Poutine et l'Occident, d'une manière générale. Et que forcément, Poutine allait devenir un poil à gratter, allait devenir un contre-courant envers les intérêts occidentaux. Et force est de constater qu'aujourd'hui, 15 ans après, on est bien dans cette réalité. Dans cette réalité qu'aujourd'hui, Poutine a bien l'intention de donner à la Russie ses lettres de noblesse dans l'échiquier international, tant sur le plan géopolitique, diplomatique, économique, etc., etc. Donc, Nicolas Sarkozy réagit par rapport à cela en disant que l'Union européenne n'aurait jamais dû se mettre à dos pour des raisons, des conflits d'intérêts ou des égos avec la Russie, et concernant l'Ukraine, de trouver rapidement un processus de paix parce que ça risque de coûter cher à terme. Alors, il n'a pas dit ça exactement comme ça, mais je n'ai pas ses propos exactement en tête. Mais d'une manière générale, c'est un peu d'ailleurs ce qui ressortait. Et évidemment, certaines personnes lui sont tombées dessus, mais alors très rapidement, pour ses propos. Donc à partir de là, c'est assez amusant de voir que les gens qui lui tombent dessus, et qui vont aller chercher, remuer la merde un petit peu à droite à gauche, sur le fait qu'il a eu des alliances, qu'il y a eu des affaires avec la Russie, etc., tente à démontrer que non seulement Sarkozy, en ce qui concerne ses affaires, son business, etc., je veux dire, à la limite, il bénéficie du même droit que tout le monde de faire ce qu'il veut, mais même de travailler avec la Russie. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont pro-ukrainiens, russophobes, qui en réalité, directement ou indirectement, font leur fortune avec des intérêts ou des activités économiques avec la Russie. Mais, évidemment. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les propos de Sarkozy arrivent à un moment où il y a une autre personne, qui est Jens Petersen, je ne sais plus son nom de famille, enfin, c'est le big boss de l'OTAN, le président de l'OTAN, qui a eu un propos où il disait qu'il faut trouver une issue pour la paix en Ukraine, quitte à ce que ce qu'a perdu l'Ukraine, on fasse le deuil et, je dirais, sous-entendant, voilà, on ne peut pas laisser traîner cette situation de guerre parce que, de toute façon, on sait que l'Ukraine toute seule ne pourra jamais gagner cette guerre, donc forcément, elle est obligée d'avoir des soutiens occidentaux, tant au niveau argent qu'au niveau matériel. La problématique, c'est que, évidemment, l'argent qu'on envoie en Ukraine, le matériel qu'on envoie en Ukraine, ce n'est pas gratuit. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qu'actuellement vous avez deux des plus grosses sociétés d'investissement financières, BlackRock et Vanguard, pour ne pas les nommer, qui aujourd'hui ont déjà signé des accords d'exclusivité avec les autorités ukrainiennes pour de la reconstruction, pour de l'exploitation diverses et variées. En gros, l'Ukraine est en train d'être vendue par petits bouts. Parce que, comme je vous le dis, tous ces milliards qu'on envoie, tout ce matériel qu'on envoie, c'est pas gratuit.
l'Ukraine va devoir à un moment donné renvoyer l'ascenseur. Souvenez-vous, avec la Syrie, c'était exactement le même scénario. C'est-à-dire que les Occidentaux ont anticipé, ont cru qu'ils allaient pouvoir réussir à dégager Bachar el-Assad, de réussir avec les alliances, les contacts avec les rebelles, etc., d'installer des démocraties. Et derrière, tout le monde se frotte la main, vas-y on déboule, les entreprises occidentales, de construction, etc., etc. Sauf que malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'était exactement d'ailleurs la même chose qu'on avait espéré pour l'Afghanistan, pour l'Irak et la Libye. Sauf que malheureusement, on se demande comment ces autorités occidentales ont été conseillées sur le plan politique, géopolitique, économique et surtout ethnique à l'intérieur même de ces pays pour se rendre compte que on n'était pas du tout dans quelque chose de réaliste, à proprement parler. Donc évidemment, quand c'est le président de l'OTAN qui dit ça, il n'a pas fallu rapidement pour qu'il ne démente pas ce qu'il a dit, mais qu'il modifie la façon dont il l'a dit. Parce qu'évidemment, c'était suggéré tout simplement que, écoutez, l'Ukraine, vous êtes gentil, mais bon, là, votre contre-offensive depuis le mois de février, on ne peut pas dire que ça soit très, très concluant. Alors oui, pour l'image, la com, on dit oui, Kiev a récupéré tel, 2, 3, 4 villages, etc. Mais le problème, c'est que quand on prépare une contre-offensive, il faut que stratégiquement, il faut que ça soit probant, il faut que ça soit crédible. C'est-à-dire que là, il faut que tu reprennes au moins une ville. Reprendre Mariupol, par exemple, c'est une contre-offensive qui fonctionne, qui est productive. Là, reprendre 2-3 villages en criant sur les toits, regardez, les Russes reculent. Le problème, c'est que si sur les 3 villages, il y en a 2 que vous reperdez 1 ou 2 semaines après, autant dire que votre contre-offensive, en réalité, elle ne fait que patiner. Et c'est un échec. Mais évidemment, l'échec, il est dû à quoi ? Il est dû au fait parce que les Occidentaux n'ont pas envoyé les outils, le matériel, les avions qu'il fallait, parce que si vous les aviez envoyés en temps et en heure, la contre-offensive, elle aurait fonctionné. Alors qu'aujourd'hui, tout stratège militaire qui se respecte vous dira que de toute façon, Poutine aujourd'hui, il va fixer le conflit. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation de la guerre de 14-18, c'est-à-dire une guerre de tranchées. C'est-à-dire que des offensives, des contre-offensives, etc., mais qui en réalité ne servent à rien parce qu'elles ne font pas avancer la situation. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir que, en effet, du côté russe, l'armée russe, elle n'est pas au top, parce qu'aujourd'hui, on a le recul suffisant de cette opération pour se rendre compte que matériellement, si en effet la Russie possède un matériel de pointe, mais le problème c'est un peu comme les Français avec le char Leclerc. C'est-à-dire qu'on chantait cocorico, que le char Leclerc était un des chars les plus avancés technologiquement, sauf qu'on n'avait pas les moyens d'en produire suffisamment, et que moi à l'époque quand j'étais au service militaire, on en avait 10, et les 10 on les sortait. Quand on les sortait uniquement pour le 14 juillet. Parce qu'il ne fallait pas les abîmer. Parce que ça coûtait très 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 cher à la maintenance. Les Russes, c'est pareil. C'est qu'ils ont des outils qui sont certainement technologiquement très avancés, mais malheureusement, on ne va quand même pas prendre le risque de les mettre opérationnels en Ukraine. Donc, qu'est-ce qu'on met en Ukraine ? On met le matériel qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire finalement des hélicoptères qui sont totalement inadaptés, qui sont des héritages des années 80-90, qui ont été améliorés dans différentes versions au fil du temps. Sauf que malheureusement, depuis le début, on dit que ces appareils ne sont pas du tout performants. Apparemment, dès qu'ils sont un peu trop chargés, ça génère avec les rotors des vibrations très désagréables qui rendent l'hélicoptère extrêmement difficile à manier. Bon, oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont rien d'autre. Donc voilà, donc cette faiblesse de l'armée russe, si on avait une guerre conventionnelle avec deux pays
en bonne balance et en bon équivalent sur le plan militaire, oui, sans doute que l'Ukraine aurait déjà depuis très longtemps repris un certain nombre de territoires. Or, malheureusement, l'Ukraine n'est pas un pays qui militairement était suffisamment équipé, tant matériellement qu'en hommes. Souvenez-vous, si vous êtes sur ma chaîne depuis un certain temps, je vous l'ai dit, qu'il va y avoir un moment donné où il n'y aura plus assez d'Ukrainiens pour mettre dans un uniforme, mettre une arme entre les mains et les envoyer au front. D'où l'intérêt d'essayer de développer les unités internationales pour compenser. Parce qu'il y a un moment donné où l'Ukraine, et c'est d'ailleurs le gros souci pour Zelensky, c'est si jamais il fait une mobilisation générale, il se peut qu'il y ait majoritairement beaucoup d'Ukrainiens qui quittent l'Ukraine parce qu'ils n'ont pas envie d'aller faire la guerre. J'ai envie de dire quasiment comme si en France demain on faisait une mobilisation générale. Je pense qu'il y a beaucoup de garçons français qui, moins de 25 ans, qui se carapateraient à l'étranger parce qu'ils n'ont pas envie d'aller faire la guerre. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'il y en a beaucoup qui se baladent sur les réseaux sociaux avec leur petit drapeau ukrainien, qui feraient certainement partie de ces gens-là. Et donc, le propos tenu par le chef de l'OTAN, plus le propos de Sarkozy, ça dénote bien que peut-être, ce n'est pas des propos comme ça relancés à l'emporte-pièce. C'est certainement des propos qui sont peut-être un miroir de ce qui est en train d'être pensé, de ce qui est en train d'être imaginé pour essayer de sortir de ce conflit qui, de toute façon, est en train de s'enliser. Et il va s'enliser pour longtemps. Donc l'option d'amener l'Ukraine à des négociations se fait. Preuve en est, c'est que même le chef de la diplomatie de Kiev a dit « Nous sommes pour un traité de paix, nous entendons aujourd'hui la proposition de l'Arabie Saoudite, mais hors de question de laisser la Crimée et le Donbass à la Russie. Nous, on veut récupérer ces deux territoires. » Donc, statu quo, forcément. Donc, ça veut dire qu'il y a bien aujourd'hui une prise de conscience que derrière, on commence à s'inquiéter sur le fait que cette guerre risque de durer encore un certain temps. Et de fait, je rappelle, l'année prochaine, aux États-Unis, il y a l'élection présidentielle et que l'Ukraine est un sujet qui commence de toute façon à être sur la table, malgré ce que certains, chez les démocrates, essaient de faire passer. Oui, mais c'est pas un sujet, de toute façon, on soutient l'Ukraine, quoi qu'il en coûte. Oui, sauf que le problème, c'est que dans l'électorat américain, pas seulement républicain, mais aussi démocrate, il y a des Américains qui, eux, ne sont pas d'accord de voir des milliards de dollars envoyés à l'Ukraine, alors qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez un Américain sur 3 qui n'arrive pas à trouver de boulot, que vous avez des étudiants qui, à peine le diplôme en main, sont déjà surendettés jusqu'à la fin de leur vie, que vous avez une pauvreté, que vous avez une précarité qui se développe de plus en plus. Et force est de constater que les images, tout d'un coup, qu'on découvre sur des villes telles que San Francisco, Los Angeles, Pennsylvanie, ces fameux zombies shootés au fentanyl, tout d'un coup, on découvre que, mais ça fait depuis des années qu'on dit que de toute façon, aux États-Unis, il y a des programmes qui sont faits pour que tous les inutiles, tels que les appelle Laurent Alexandre, crèvent sur le bord de la route, crèvent par de la consommation abusive de drogue, et qui plus est des drogues qui sont de plus en plus addictives et destructrices. C'est pas un hasard. Si tu as la volonté de vouloir lutter contre la drogue, tu trouves les moyens. Or là, quand vous avez même... Imaginez, quand vous avez le building de l'administration fédérale de San Francisco, qui a demandé à tous les employés finalement de rester chez eux, de travailler chez eux, parce que les alentours du bâtiment sont devenus trop dangereux. Vous hallucinez. Mais ceci dit, je ne sais pas si vous avez vu les images de la place de l'Hôtel de Ville de la mairie de Paris, où juste en face de la mairie de Paris se sont installés des migrants, des sans-papiers, des sans-domicile. Et on laisse faire. On laisse faire parce que derrière, il y a des associations qui sont financées par des subventions, qui sont aussi des outils
de propagande idéologique pour essayer de faire du clientélisme politique et idéologique. La boucle est bouclée à chaque fois, hein. Cherchez pas. Donc pour revenir à Zelensky, Zelensky, à un moment donné, on va le mettre le pied au mur, on va dire, soit tu acceptes le deal, ou alors tu dégages. Ça va être ça. Ça va être ça, parce que, je vous le dis, BlackRock et Vanguard, ils vont pas attendre 2 ans de plus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire tout de suite un retour sur investissement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est commencer déjà à servir les intérêts et les dividendes aux actionnaires sur l'exploitation des nouveaux territoires conquis par la finance sur l'Ukraine, sur ses ressources, sur ses terres agricoles. Je rappelle, hein, quand même, l'Ukraine, c'est quand même pas n'importe quel pays sur le plan agricole. Hein, c'est pas pour rien que c'était surnommé le grenier à blé de la Russie. Fut le temps de l'Union soviétique. Donc, le problème, c'est que, comme je vous ai dit, l'année prochaine, il y a l'élection présidentielle et que l'Ukraine, c'est un sujet, mais c'est un sujet qui est très négatif. Les Américains ne veulent pas voir continuer à filer des milliards du matériel à l'Ukraine, alors qu'aux États-Unis, des Américains crèvent la dalle. Et que cet argent pourrait servir à développer des structures d'aide, etc. Et c'est le même problème qu'on a en France, avec l'argent qu'on dilapide pour des associations, pour de l'humanitaire, pour des migrants, etc. Alors que y a des vieux aujourd'hui qui ont des pensions ridicules et qui n'arrivent même plus à joindre les deux bouts, qu'il y a des Français qui vont commencer à se suicider parce que de toute façon, ils n'ont aucune issue. Ils sont endettés, ils ne gagnent pas d'argent, pas assez, les boulots ça ne paye plus. Comme aux États-Unis, c'est pareil. Là, l'endroit où je travaille là, actuellement, là, cette semaine, c'est le manager de district qui s'occupe de la boutique parce que le manager est en burn-out. Parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Sauf que derrière, vous avez des technocrates qui, eux, calculent les budgets. Il faut dépenser tant, il ne faut pas dépenser un cent de plus. Ouais, sauf que vos politiques budgétaires, elles collent pas. Elles collent pas avec la réalité. Et ça fatigue, et ça énerve, et en plus de ça, vu les salaires, ça va. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai eu une offre qui est plus élevée que l'offre de la grille normale. Mais c'est clair que j'ai des collègues, eux, là, ils se disent, ouais, je fais ça encore 2 mois, mais je cherche autre chose. Tout comme moi d'ailleurs, là je fais ça peut-être jusqu'à la fin de l'été, peut-être septembre, mais là je cherche autre chose. Mieux payé. Donc il n'y a pas de recette miracle. On ne peut pas continuer à mettre un rideau, on ne peut pas continuer à mettre un décor de carton-pâte sur des réalités. Et l'Ukraine est une réalité tant pour les États-Unis que pour l'Europe et la France d'une manière générale, que c'est un conflit qui ne peut pas durer. Et que ces discours qu'on entend aujourd'hui de ces gens, oui, la Russie c'est la méchante, etc., voire même n'ont plus aucun remords, n'ont même pas la décence d'éviter de faire de la russophobie, de militer pour de la russophobie. C'est-à-dire tout ce qui est russe, c'est mauvais. Même acheter de la vodka, limite, si tu achètes de la vodka, tu finances la Russie. Donc, tu es un pro-Poutine. Le niveau de débilité. Mais oui, mais le problème, c'est que le niveau de débilité, la proportion est quand même non négligeable. Et elle en est inquiétante. Inquiétante parce que si cette débilité, elle finit par atteindre des niveaux de responsabilité, tant dans le domaine des entreprises, de l'activité professionnelle, que dans le domaine de l'association, de l'associatif, des collectivités locales, que politique, j'ai envie de dire, on a déjà des exemples. Hein. Quand vous voyez la présidente d'Europe Écologie Les Verts, qui commence à se faire un petit peu critiquer au sein même de son parti, parce que
Parce que elle est à l'ouest, quoi. Elle est complètement à côté de la plaque. Avec son discours infantilisant, démagogique à fond, avec Rousseau en plus, et le tableau. À la limite, on se pose la question si c'est pas de l'autodestruction. Ceci dit, en aparté. Donc ces gens-là, ils sont plus dans le réel. Ils sont pas dans le réel. Ils sont dans leur réel, dans le cocon qu'on a construit pour eux, idéologiquement parlant, et qu'on alimente évidemment avec des médias, avec l'internet, avec des documentaires, avec des vidéos, avec des témoignages. Il y a des gens, oui, qui témoignent. D'ailleurs, je ne remets pas en question la sincérité de ces gens-là, mais le problème, c'est que les gens qu'on interroge, sur lesquels on fait une focalisation, moi je vais faire une focalisation sur une personne qui pense d'une certaine façon, qui vit une vie d'une certaine façon, et tout d'un coup, je vais alimenter une idéologie, alors que cette personne, si ça se trouve, ne représente qu'une minorité de gens, et pas la globalité, pas la généralité. Je vous donne juste un petit exemple. Il y en a qui parlent en ce moment sur les réseaux sociaux que il y a une municipalité de la petite ville de Hamtramck, près de Détroit, dans le Michigan. Cette municipalité aujourd'hui est majoritairement constituée de gens qui sont des musulmans. Mais des musulmans pas modérés, qui sont plutôt des musulmans rigoristes, et qui ont décidé d'interdire, pendant le mois des fiertés, c'était au mois de juin, tout drapeau LGBTQ+. Alors évidemment, on se dit, waouh. Alors aux États-Unis, liberté, etc. Alors ce qui est marrant, c'est que ces gens-là, déjà ne remettent pas une perspective. La perspective, c'est quoi? C'est que les communautés musulmanes aux États-Unis, elles sont extrêmement infimes. Elles sont extrêmement minoritaires. Elles sont d'ailleurs beaucoup concentrées dans le Michigan, je pense qu'il y a à peu près les 2/3 de la plus grosse communauté musulmane américaine qui se trouve dans les alentours de Détroit. Donc c'est un épiphénomène, si vous voulez. Alors c'est un épiphénomène évidemment qui est intéressant à savoir, mais qui n'a aucun impact à l'échelle du pays. C'est pas comme en France, où en France, quelle que soit la ville, vous avez des influences, vous avez du lobbying, on va dire, de la part d'associations, de communautés musulmanes, pour changer, voire parfois radicalement, les mœurs et les règles de fonctionnement de la société française, pour que la société française soit obligée d'accepter leurs mœurs, leurs traditions. En France, oui, c'est un problème. Alors c'est un problème, encore une fois, qui est localisé à des grandes urbanisations, quoique il y a des petites villes, des petits villages qui aujourd'hui commencent à se poser des questions. Mais aux États-Unis, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est quand même intéressant parce que, autre phénomène, c'est que ces groupes de musulmans près de Détroit, ce conseil municipal a été motivé, a été ambitionné par des politiciens locaux conservateurs, parce que justement, démocrates, pardon, ils ont été soutenus par des mouvements politiques démocrates locaux, dans le cadre de la diversité. Alors je pensais républicains parce que vous allez comprendre après. Démocrates, donc progressistes. Sauf que là, aujourd'hui, ceux qui ont promu ces gens pour la diversité, l'intégration, etc., et qui ont forgé finalement l'existence même de ce conseil municipal à grande majorité musulman, aujourd'hui, ils sont en train de se mordre la queue parce que c'est eux-mêmes musulmans, en interdisant le drapeau LGBTQ+, se mettent en opposition par rapport à la liberté des LGBTQ+, qui est un électorat démocrate. Donc vous voyez le
le truc. Et évidemment, du côté des républicains, donc là, voilà pourquoi je pensais républicains tout à l'heure, c'est que du côté des républicains, ils ont sauté sur l'occasion, parce qu'ils se sont dit, vu que là, les Américains progressistes sont en train de se rendre compte qu'ils ont promu des gens qui vont finalement à l'encontre d'une autre partie de l'idéologie qu'ils partagent, qu'ils soutiennent, qui est celle de la communauté LGBTQ+, et les républicains soutiennent les musulmans contre la dépravation. Alors évidemment, c'est des républicains radicaux, plutôt religieux, qui soutiennent ces musulmans, ces associations musulmanes, contre les débauches, contre les dérives, le déclin, incité par la communauté LGBTQ+. Récupération. En réalité, ces républicains, ils n'en ont rien à foutre des musulmans. Ce qui les intéresse, c'est l'électorat qu'ils représentent à l'échelle locale. Tout comme les politiciens français, puisque là, je crois, c'est le maire de Grenoble qui a été chopé en train de faire copain-copain avec des jeunes de banlieue, enfin, je ne sais plus. C'est passé, j'ai vu ça passer, mais ça date pas d'hier. Ça a toujours été. Vous avez beaucoup d'élus aujourd'hui qui se reposent sur l'électorat communautaire parce que l'électorat global, général, aujourd'hui, ne leur est d'aucune utilité parce que c'est un électorat qui n'a plus du tout aucune confiance en eux. Donc ils vont chercher l'électorat communautaire, l'électorat des minorités, si vous voulez. Donc je vous parle de ça dans ce sens où, à un moment donné, l'intérêt politique, idéologique, est toujours en arrière-cour. Et l'Ukraine, et le propos de Sarkozy, et le propos de Jens Stoltenberg, je ne me souviens plus, ces événements ont tous un point commun. C'est qu'il y a derrière des décideurs, qu'il y a derrière des conflits d'intérêts. Conflits d'intérêts politiques, mais politiques idéologiques, muets, motivés par des intérêts financiers. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui régit le monde? C'est l'argent. Donc, les empires financiers, s'ils ont des billes dans tel ou tel domaine, mais qui risquent d'être menacés par telle ou telle idéologie ou telle réalité, et là, ça rejoint, pour ça que je dis, ça rejoint ce que je disais en début de vidéo concernant cette personne qui apportait une critique sur ma vidéo climato-machin truc, c'est que même l'écologie est logée exactement à la même enseigne. Et donc par conséquent, ce que l'on promue, ce que l'on vous dit, ce que l'on vous chante, soyez assurés que de toute façon, comme pour l'Ukraine, il y a des conflits d'intérêts, il va y avoir à un moment donné des revirements et des retournements de veste, parce que ce qui était prévu, ce qui était chanté, ce qui était le plan, malheureusement, comme disait Hannibal dans l'Agence Souris, ne se déroule pas sans accroc, et que par conséquent, il y a un moment donné où les gens vont commencer à changer leur fusil d'épaule. Donc vous voyez, tout est un plus ou moins en lien de cause à effet. Sur ce, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et n'hésitez pas, commentez, likez, secouez les algorithmes. Soyez assurés, de toute façon, je ne toucherai pas un centime puisque cette chaîne n'est pas monétisée. À très bientôt.